swing, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 20, puis qui s'est poursuivi dans l'entre-deux-guerres jusqu'au milieu des années 40 environ. Et ça signifie balancement. Donc c'est vraiment un style qui est relié à la danse. Les orchestres swing, une accentuation des temps faibles. C'est-à-dire, si on compte un, 2, 3, 4, c'est le 2 et le 4 qu'on va entendre. Donc ce qui donne un, 2, 3, 4, un, 2, 3, 4. Et puis si on va plus rapidement, un, etc. Donc c'est vraiment typique du swing. Déjà dans le blues, il y avait ça qui était développé, mais là ça va plus loin dans le swing, c'est plus systématique. C'est une pulsation qui n'est jamais carrée, qui est toujours dansante. Les grands maîtres du swing, c'est évidemment entre autres Duke Ellington, et on va parler aujourd'hui aussi de Lester Young, qui malgré le fait qu'il a été un musicien important de la période swing, est un peu atypique par rapport à cette période. Généralement, dans les orchestres swing, le son est très chaleureux et très vivifiant, notamment parce qu'il s'agit de big band. C'est l'ère du big band. Le swing a permis à différents grands orchestres de se déployer. Il ne faut pas oublier que c'est une période où on a besoin de divertissement. Il y a eu la grande crise de 1929, la Première Guerre mondiale, peu de temps après la Deuxième Guerre. Donc cette musique-là vient en quelque sorte vivifier les troupes qui avaient le moral très à terre. Et c'est une musique qui, malgré certains éléments qui sont relativement simples, c'est une musique qui va apporter peu à peu des changements un peu plus sophistiqués, si on compare au blues notamment. Le swing a été largement diffusé. On peut penser que ça a été causé par l'essor de la radio et de l'industrie du disque, deux industries qui se sont liées à un certain moment donné, puisqu'ils se sont aperçus que c'était gagnant-gagnant. Et cette diffusion a aussi été rendue possible grâce à l'expansion des États-Unis, qui est devenue, pendant cette période, une grande puissance mondiale. Et aussi une grande puissance dans le domaine des communications et de l'industrie du spectacle, du cinéma. Donc plusieurs moyens qui ont permis au swing de rejoindre un très large public en Europe, au Canada, aux États-Unis bien sûr, et même ailleurs dans le monde, Amérique du Sud, etc. On ne peut pas parler du swing sans parler de Duke Ellington, un immense musicien qu'on pourrait comparer à Jean-Sébastien Bach. Même s'il n'a pas réussi à faire la synthèse de 7 siècles d'histoire de la musique comme Bach, il a certainement réussi à résumer quelques années, plusieurs années de musique afro-américaine en faisant la fusion justement du gospel, du blues, du stride et de certains éléments du ragtime, et j'en passe. Né en 1899 à Washington et mort en 1974, il a eu une longue carrière couronnée d'énormes succès. Il a été entouré de grands musiciens. Il a su s'entourer aussi de grands musiciens, qu'on pense à Johnny Hodges et Ben Webster au sax, à Barney Bigard à la clarinette, ou bien à l'immense Jimmy Blanton à la contrebasse, qui est mort lui plus jeune. Ellington était un pianiste, mais c'est surtout un chef d'orchestre et un compositeur.
Il a façonné son orchestre. Il a réussi à capter l'âme de cet orchestre-là, de chaque musicien. Il a réussi à créer un contraste entre le son des cuivres rauques, parfois avec des sourdines, et le son velouté des bois. C'est un grand coloriste du big band. C'est un arrangeur très raffiné. Il n'était pas seul pour faire ses arrangements. Il était aidé par Billy Strayhorn, qui est aussi un compositeur et pianiste. Et ce n'était pas rare à l'époque, même je dirais que c'était courant. Dans chaque big band, il y avait un leader, mais il y avait aussi plusieurs arrangeurs. Certains travaillaient comme freelance, c'est-à-dire qu'ils se promenaient d'un orchestre à l'autre et proposaient des arrangements. Il faut dire qu'à l'époque, les gens n'avaient pas encore accès à la télévision, donc les gens sortaient beaucoup et on avait besoin de beaucoup d'orchestres pour divertir la population. Donc il y avait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de travail. Ces gens-là ont réussi, je parle de Strayhorn et Duke Ellington, ont réussi à fusionner les couleurs blues, les couleurs latines, des rythmes plus à la mode comme le jungle, très accentué sur une batterie très très présente, des styles évidemment comme le swing, des styles plus exotiques, même aller puiser dans l'impressionnisme de Ravel et de Debussy. Et aussi dans la musique sacrée, noire, par exemple le gospel, les spirituals. On sait que Duke Ellington aimait bien créer des suites, surtout plus tard dans sa carrière. Et là, il démontrait tout son savoir-faire en développant un peu plus les mélodies et les idées musicales. Il aimait beaucoup arranger selon la personnalité de chacun de ses solistes. Et chaque soliste pouvait bénéficier d'un superbe écrin sonore. On peut même parler d'une certaine façon de petits concertos pour clarinette ou pour saxophone ou pour trompette, etc. À chaque chorus, donc à chaque fois qu'on faisait tout le tour d'une chanson et qu'on répétait la chanson, il y avait des riffs originales, donc des motifs qui se renouvelaient constamment, des couleurs changeantes et même des variations dans les thèmes. Strayhorn et Ellington aimaient bien utiliser des chromatismes, donc c'est tous les demi-tons. Alors, c'était une manière d'envoyer un petit clin d'œil aux musiques contemporaines de l'époque. Bartók, Stravinsky, etc. C'était des musiciens qui étaient très ouverts sur le monde. Donc, bien sûr, ils essayaient de faire une synthèse de musique plus dansante, avec beaucoup d'énergie, mais ça ne les empêchait pas d'aller écouter ailleurs, dans des musiques un petit peu plus savantes. Je vous conseille bien sûr d'écouter à peu près tout le corpus de Duke Ellington. Aujourd'hui, l'extrait dont le lien est en bas, c'est une interprétation de Mood Indigo faite en 1951 environ.
Et vous allez pouvoir y entendre une introduction rythmique au piano avec une espèce de riff et de marche harmonique. C'est vraiment quand on prend un petit motif et on le module. Par exemple, on est en fa dièse, sol. Alors, là, j'ai fait un motif vraiment un peu ridicule, mais ça peut être une mélodie complète. Vous allez pouvoir entendre aussi dans cet extrait-là une mélodie harmonisée à trois voix avec un souci apporté aux couleurs. Notamment, il y a deux trombones et une clarinette basse qui jouent ensemble. Mais plus tard, on entend aussi un fragment mélodique en accord. Donc, on joue une mélodie au lieu de la jouer note par note. On va la jouer avec des accords. Donc, voyez-vous, le son est plus plein. La deuxième pièce que je vais te commenter, c'est It Don't Mean a Thing, joué en 1943. C'est très très swing, c'est très typique du swing et Ellington a vraiment réussi à imprégner ses accompagnements d'une pulsion toujours renouvelée. Ce qui est intéressant, c'est quand le deuxième chanteur fait son intervention à la toute fin, il y a un glissando comme si c'était une trombone à coulisses. Le thème au trombone avec une sorte de sourdine qui rend le son plus doux, ce qu'on appelle un mute. Il fait un riff swing. Il y a aussi une autre sourdine qui est utilisée dans l'extrait, c'est ce qu'on appelle un plumber, c'est-à-dire, vous savez, un débouche-toilette. Et ce débouche-toilette-là pouvait servir de sourdine et ça crée un effet vocal très expressif, comme si c'était une voix qui chantait, non pas un trombone qui joue. Ce genre d'effet sourdine imite des inflexions de chant blues notamment, avec un côté plus rauque, plus expressif. Et puis il y a un contrepoint de deux voix, non pas deux solistes, mais bel et bien deux sections. Donc ça aussi, dans les big bands, on aimait bien, par exemple, mettre tous les bois ensemble, c'est-à-dire, par exemple, les saxophones, il pouvait avoir une flûte. Et puis, à l'opposé, il y avait des cuivres un peu plus tonitruants, comme des trompettes, parfois des trombones ensemble. Et puis, les deux sections créent des contrepoints. Alors, dans le mouvement swing, il y a une accentuation des temps faibles sur le deuxième et quatrième temps. Par exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va ajouter des triolets à ça. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 On va jouer un peu avec ça. L'harmonie est parfois chromatique chez Duke Ellington. Il y a aussi l'intégration d'accords majeurs 7. Donc, au lieu de jouer l'accord majeur à trois sons, ça c'est l'octave, le quatrième, on va ajouter la septième majeure. Pour l'instant, pour l'époque, ça sonnait un petit peu dissonant, là. Et puis, il va y avoir un discours avec plus de modulation. Et puis, on va préparer l'accord dominante. On ajoute un accord de 2 mineur 7, un accord mineur 7 sur le deuxième degré. Puis, ça se rapproche des rhythm change, là, les cycles des quintes, là, etc. Pour ce qui est de Mood Indigo, il y a un mouvement chromatique et des altérations dans la mélodie. Donc, ici, il y a un chromatisme. Et puis, plus tard, dans la partie B, on va entendre... Donc, ici, c'est un chromatisme. Ici aussi. Et puis ici aussi. C'est quand même assez nouveau pour l'époque. Dans l'autre extrait, il y a un bridge au piano avec des accords fragmentés. Donc, c'est vraiment, au lieu de faire un accord, on va aller chercher des fragments d'accords. Ça aussi, c'est assez moderne pour l'époque.
par la suite, on va tempérer ça par des arpèges descendants imprégnés de l'harmonie. Là, je le fais sur une autre pièce, mais admettons que ça pourrait être... etc. Il y a une pédale de trémolo sur une note à la clarinette basse. Donc, un trémolo sur une note, là, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment répéter une note très frénétiquement. Dans It Don't Mean a Thing, il y a un stride de piano. Etc. Il y a un 4x4, c'est-à-dire que l'orchestre va improviser ou jouer un motif sur 4 mesures. Ensuite, c'est le violon, ensuite c'est l'orchestre, ensuite c'est la trompette qui est en sourdine ici. Dans cette pièce-là, il y a des substitutions de tritons. Donc, au lieu de faire ceci, on va aller plutôt commencer de la même façon. Et on va remplacer cet accord-là par ceci, ce qui donne... Pourquoi? Parce que cet accord-là et cet accord-là partagent la même tierce et la même septième, mais inversée. Ça, c'est la tierce de Ré bémol, qui devient la septième de Sol. Ça, c'est la septième de Ré bémol, qui devient la tierce de Sol. Il y a aussi un beau contraste entre la partie A et la partie B. Dans la partie A, le thème d'abord est construit sur la tierce de la bémol majeur. Avec un accord ici augmenté. Alors c'est assez éthéré. Mais dans la deuxième partie, c'est plus soulignant. Etc. Dans la petite animation de la grille d'accords, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'accords en rouge, là, donc des accords plus tendus, notamment un accord augmenté qu'on a joué tantôt, c'est plutôt celui-ci, qui se résout vers la bémol. Donc. Et il y a moins d'accords ambigus en jaune, mais il y a quelques accords plus reposants là, en bleu.
j'aimerais vous parler de Lester Young, qui est aussi un musicien très important de cette époque, bien qu'il soit un peu atypique. Il est né en 1909 au Mississippi, mais a passé son enfance en Nouvelle-Orléans, décédé en 1959. Un saxophoniste qui a joué du saxophone ténor. Il a joué avec Count Basie, Billie Holiday. C'est aussi un précurseur d'un style qu'on a appelé le cool, donc avec un son plus épuré. Une pièce que je vous conseille d'écouter, c'est Body and Soul ainsi que I Can Get Started. La pièce que j'ai sélectionnée pour vous, c'est Jammin' the Blues, qui a été filmée en 1944. Vous allez entendre une économie de notes, une économie de moyens, un son beaucoup moins vibrant et beaucoup plus décontracté. Contrairement à ses contemporains, il va moins dans la richesse harmonique, il va aller chercher plus une pureté sonore. Donc, ça déteint sur son phrasé qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fluide. Il aime bien emprunter au mode blues, donc il utilise beaucoup les blue notes. Bonne écoute!